Bienvenue à ce webinaire organisé par le Dicaster de recherche et relations internationales de l'Université de Lausanne et du Competence Center in Digital Law. Nous aimons attirer quand même votre attention sur le fait que ce webinaire sera enregistré et ensuite rendu disponible publiquement. Donc, ceci est fait pour permettre aux personnes qui n'ont pas pu venir de pouvoir regarder la vidéo après. Donc, je me présente tout d'abord, je suis Michaela Crespo, je suis adjointe à la recherche à l'Université de Lausanne. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis chargée avec l'Open Access et à l'UNIL, on a une grande représentation des sciences sociales et humaines et c'est surtout en relation avec la publication des longs ouvrages dans ces disciplines que je me suis intéressée au côté juridique de l'Open Access. Et en effet, la plupart de ce type de questions pointues et délicates proviennent des facultés des sciences sociales et humaines. Notre intervenant d'aujourd'hui, Yves Bauer, est un membre du CC Digital Law et il est aussi assistant doctorant au Centre de recherche sur la propriété intellectuelle et l'innovation de la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel. Ce champ d'intérêt est d'études sur la propriété intellectuelle et la protection des données personnelles. Anna Picot et Selene Gervasoni, aussi de CC Digital Law, nous accompagnent aujourd'hui pour le suivi technique du webinaire. Je les remercie déjà, les trois personnes du CC Digital Law, pour avoir accepté de co-organiser ce webinaire. Donc, pendant ce webinaire, on va traiter la question du droit d'auteur de l'open access, plus particulièrement dans le monde académique. Il est composé de deux parties. Une première partie où Yves nous donnera une partie théorique qui viendra poser un cadre général définissant sur quoi porte le droit d'auteur et quelles sont les conséquences juridiques. Puis on va se focaliser sur particulièrement les questions posées par les chercheurs et les conflits qui peuvent se générer entre le modèle traditionnel de gestion de droit d'auteur des publications et les différents régimes d'open access qui se développent de plus en plus aujourd'hui. Pour compléter cet exposé, nous étendrons le champ de nos connaissances et en discutant autour des questions que vous avez posées avant le webinaire et les questions que vous allez poser peut-être à la fin. Donc, je vous dis quelques petites règles pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, la présentation en elle-même, que Yves nous donnera tout à l'heure, durera autour de 50 minutes. Donc, on espère finir vers 11 heures. Vous pouvez tout à fait écrire vos questions sur le chat, ici à gauche, que vous voyez sur l'écran. Moi, je vais les voir et les noter pour les poser après à la fin. S'il y en a une qui est particulièrement adaptée au moment de la présentation, je peux peut-être interrompre Yves et puis la poser à ce moment-là. Mais sinon, en principe, les questions seront réservées pour la deuxième partie à partir de 11 heures. On aura à peu près 1 heure, selon la quantité de questions qu'on a. Toutes les questions qui seront posées aujourd'hui dans le chat et oralement vont être compilées, récupérées, compilées. Et Yves va ensuite les répondre brièvement. Et nous allons générer une feuille des foires aux questions. Donc, une feuille avec toutes les réponses écrites aux questions qu'on va poser aujourd'hui. Et cette feuille sera ensuite évidemment publiée aussi avec la vidéo de ce webinaire. Donc, pour savoir, pour donner une meilleure idée à Yves de qui est là aujourd'hui, je vois qu'il y a autour de 45 personnes maintenant dans la liste de participants. Donc, nous avons préparé 3 petits sondages très faciles, juste pour connaître quel est votre profil et pour que Yves puisse après mieux cibler sa présentation. Donc, nous avons 3 questions. La première: quel est votre niveau de connaissance sur l'open access? Là, vous voyez une petite fenêtre qui vient s'ouvrir. Vous pouvez voter, cliquer sur les boutons ici, là où Anna nous montre. Vous pouvez cliquer, voilà. Donc, je vois que c'est surtout moyenne, ce qui est déjà bien, parce que ça veut dire que vous avez quand même des notions de base. Donc, nous sommes, oui, presque 34. Oui, donc je pense que c'est bon. Donc on a une majorité de personnes qui ont un niveau de connaissance moyenne, c'est très bien, parce que alors vous allez savoir un petit peu déjà de ce que Yves va vous dire, mais il va rentrer dans les détails. Donc la deuxième question,
très facile assis. Est-ce que vous êtes d'accord avec les principes de l'open access? Je ne veux pas dire l'implémentation, ce qui est toujours plus délicat, mais les principes. Est-ce que le principe de partager toutes les connaissances et les résultats qui ont été générés avec l'argent public vous interpelle? Donc là, on voit qu'on a plutôt des gens qui sont convaincus, qui sont d'accord, donc c'est bien aussi, même si on est ouvert à la discussion. Hein. Après, donc très bien, donc des gens qui sont plutôt pour l'open access. Et la dernière question qui est aussi importante pour savoir sur quoi il faut insister pendant la présentation, c'est sous quel format publiez-vous vos résultats de recherche? Là, il y a beaucoup d'options. Je ne suis pas sûre si on peut choisir qu'une option, Anna, ou si ils peuvent aussi choisir plusieurs. Mais sinon, si c'est juste une question, choisissez celle que vous utilisez le plus, le type de publication que vous utilisez le plus. Et donc là, on a plus d'options. Donc on a quand même une majorité. Donc là, elle m'a dit qu'on peut juste utiliser donc voter une fois. Donc, majorité d'articles. Il y a aussi des ouvrages collectifs, parties de livres, actes de conférences, monographies, je vois deux. Ouais, donc on dirait que principalement des articles, mais il y a aussi des personnes qui travaillent avec des monographies, des ouvrages collectifs, donc des ouvrages plus longs et plus délicats d'un point de vue open access. Donc je vais passer la parole maintenant à Yves qui va nous présenter. Merci beaucoup pour votre participation et j'espère que cette présentation et le webinaire en général vous sera d'utilité. Merci. D'accord. Est-ce que vous m'entendez convenablement? Déjà, première question. Parfait. Donc, avant de commencer, peut-être trois petites choses. Alors d'abord, je tiens à remercier Michaela pour ce webinaire, puis cette opportunité qui m'est accordée de m'exprimer devant vous. Je tiens aussi à remercier Anna et puis Selene qui a organisé tout ça et puis qui soutiennent tout ça. C'est vraiment chouette. Et puis vous aussi, qui êtes finalement assez nombreux à prendre 2 heures de votre temps pour m'écouter. Alors, avant de commencer et d'aller dans les détails, une petite précision d'abord. Donc, on va parler souvent de droits d'auteur et d'auteurs. Bien évidemment que disons que ça couvre les auteurs qui soient masculins ou féminins. Alors, euh, l'idée c'est l'idée c'était de continuer de parler d'auteur parce que c'est le terme qui est utilisé dans la loi. Mais voilà, le but c'est d'être quand même le plus efficient possible. Donc, d'après vos questions, vous semblez tous au moins avoir déjà entendu parler des questions d'open access. Et puis, aujourd'hui, on va s'intéresser finalement aux problèmes qui se posent avec le droit d'auteur, en tout cas à comment cette philosophie, hein, c'est un thème qui est beaucoup plus vaste en fait que des questions juridiques, comment ça s'organise, enfin comment le droit d'auteur fonctionne en termes d'open access, d'accord? Donc, ben, concernant donc ce qui va nous occuper les prochaines minutes, on va finalement parler de trois aspects différents. D'abord, on va commencer, comme c'est un petit peu usuel en droit, par définir les notions et puis les termes qu'on va utiliser. L'idée, ça va être de présenter un petit peu comment droit d'auteur et open access se rencontrent et puis quelles sont les problématiques finalement qui arrivent avec ces deux philosophies. Ensuite, on va parler de comment finalement le droit appréhende le phénomène de l'open access. Donc, quelles sont les règles qui vont s'appliquer en matière de droit d'auteur. Et puis, on va essayer de faire des parallèles à chaque fois que c'est possible avec les questions d'open access. Et vous verrez que au fond, c'est juste un mode différent en fait de gestion des droits et que c'est pas fondamentalement opposé. Et puis à la fin, bien évidemment, on va parler des questions de contrat, hein, puisque en termes de droit, il y a une grande liberté qui est accordée, en tout cas à l'auteur, en tout cas au début. Après, économiquement, on pourra discuter, mais d'un point de vue juridique, il y a une grande liberté. Et puis, cette liberté, elle se traduit par différents modes
finalement de gestion des droits, puis différents modes de mise en œuvre des principes, que ce soit de l'open access ou que ce soit alors plutôt de la restriction des droits. D'accord? Donc, avant toute chose, ben, comment dire, un petit survol historique du droit d'auteur. Donc, en Suisse, le droit d'auteur apparaît en 1531 à Bâle. Enfin, c'est la première fois qu'on commence à se poser des questions en termes de droit d'auteur. Pourquoi à Bâle? Parce que il y a des imprimeurs, d'accord? C'est l'essor de l'imprimerie, et puis bah, il y a des éditeurs. Et c'est la première fois que se pose la question de savoir, au fond, est-ce qu'il faut réglementer comment dire, est-ce que les investissements qu'utilisent que font les éditeurs pour obtenir du matériel à publier, est-ce que ces investissements doivent être protégés? Donc au fond, est-ce qu'il n'y a pas un problème de concurrence lorsqu'un éditeur ben, récupère finalement une œuvre et puis décide de la publier lui-même, hein. On passe d'une époque où il est au fond très très difficile, en tout cas c'est très très cher et ça demande beaucoup d'énergie de copier, à une époque où la copie devient relativement facile ou en tout cas peu chère, et à ce moment-là, ben, on commence à se poser la question de savoir si les idées qui sont exprimées dans ces œuvres qui sont ensuite copiées ont une certaine valeur, d'accord? Et ça sera l'objet du droit d'auteur pendant entre le 16e et 18e siècle. Donc des questions de protection d'investissement des éditeurs et puis aussi de l'investissement en temps et en énergie de l'auteur hein, derrière, qui s'attend à recevoir une rémunération en fait pour en tout cas comment dire dans le travail mérite pour la société une rémunération. Ensuite, ben, le droit d'auteur évolue, la technologie évolue aussi, et puis dans la vision moderne du droit d'auteur, des aspects de protection de la personnalité de l'auteur sont abordés. On s'intéresse plus forcément uniquement à un bien intellectuel qui peut être ben, commercialisé, mais on se demande si l'auteur n'a pas mis au fond un peu plus que simplement du temps et de l'énergie, et pas une partie de lui-même dans la conception, puis dans la présentation de son œuvre. Donc on va commencer à s'intéresser à des droits particuliers pour l'auteur, le droit ben, finalement d'être reconnu en tant qu'auteur, le droit à l'intégrité ou ce genre de choses. Et ça sera un peu comment dire l'ajout hein, au niveau moderne d'un droit d'auteur. Enfin, c'est un peu ça qui sera ajouté dans la perspective en tout cas du législateur. Et puis, ben, se pose la question de savoir au XXIe siècle, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il faut, au-delà de protéger cette personnalité, mettre en œuvre des règles qui permettent de protéger la liberté de la création, la liberté de création? Comment on fait pour garantir en fait voilà, pour garantir ce foisonnement et puis cette création? Et puis là, ben, effectivement, la question de l'open access, mais plus globalement du libre accès aux œuvres de manière générale, se pose. Et puis, ben, c'est là qu'on en est aujourd'hui. Donc au fond, ben, l'objet, hein, pourquoi est-ce qu'on a une loi sur le droit d'auteur? Ben, l'idée, c'est de protéger les œuvres qui constituent des biens culturels, ou plus vraisemblablement de protéger les comportements humains qui tournent autour de ces biens, donc ben, les questions de copie, de représentation, de mise à disposition, etc., etc., etc. C'est pas un domaine qui est complètement éloigné de tout comment dire, de tous les principes juridiques, puisque bah, y a beaucoup comment dire, beaucoup de droits constitutionnels et puis d'aspects importants de notre droit qui sont abordés dans le droit d'auteur. D'abord, il y a une question de concurrence finalement. Est-ce qu'on entrave la liberté du commerce en bloquant, en empêchant la liberté finalement de faire des copies, en créant une espèce de monopole, alors certes temporaire, mais ça reste un monopole. Bien entendu qu'il y a cette idée de garantie de la propriété privée et puis de la protection des investissements, hein, qui est fondamentale. C'est quand même relativement commercial comme idée et puis comme conception. Et puis après, donc on a ben, la personnalité de l'auteur, la liberté créatrice et puis la liberté d'expression. C'est peut-être aussi fondamental. Comment comment dire, qu'est-ce qui est plus dans quel domaine on serait plus libre de s'exprimer que dans la création artistique au final. Aujourd'hui, eh bien, on vit une révolution numérique. Je crois que ben, finalement c'est assez comment dire, c'est assez frappant pour tout le monde. Et puis, ben, dans le domaine de l'édition et puis dans le domaine de la publication scientifique, cette révolution, elle a eu un impact. En premier, une opportunité pour tout le monde, pour les chercheurs, pour la communauté. Le modèle traditionnel avec un éditeur qui est en final l'interface entre le chercheur et sa communauté,
disparaît. On peut communiquer avec tout le monde et puis on peut parler de tout partout. Et cette communication, elle se fait de manière instantanée. Et puis on a à disposition des moyens pour faire transiter des quantités extraordinaires d'informations et donc pour s'échanger des œuvres de temps en temps, hein, voire même souvent. Comment dire, à côté de ça, eh bien, le passage au online, qui aurait pu être une immense opportunité, et aussi une immense opportunité pour les éditeurs. On a des nouveaux modèles commerciaux qui sont possibles, des nouvelles restrictions qui sont envisageables au niveau technique, hein. On peut mettre des DRM, on peut bloquer des copies, on peut bloquer l'accès à certains contenus, ou au niveau de la politique commerciale. On peut vendre des abonnements à des revues en ligne, et puis au final, quand on décide d'arrêter, de payer l'abonnement, on est coincé, et puis on n'a plus accès à plus rien, hein. Tandis qu'avant, on avait accès quand même aux anciens volumes de la revue. Tout ça a mené à une crise dans les années 90, fin des années 90, dans le domaine scientifique, où au final, certains auteurs ont commencé à remettre en question cette politique et ces principes, dans lesquels les auteurs commençaient enfin les éditeurs commençaient à poser beaucoup de problèmes aux hautes écoles, en augmentant les coûts de publication. Mais ces revendications, il faut aussi savoir qu'elles sont beaucoup plus larges. On a tout un mouvement lié au logiciel libre qui suit la même philosophie, et puis on a aussi tout un mouvement lié à la création artistique libre, avec les Creative Commons notamment, qui s'est développé. Alors là, vous avez la déclaration de Budapest, donc c'est une des premières déclarations qui concerne finalement l'open access. Alors il y en a trois, il y a la déclaration de Budapest, la déclaration de Bethesda, puis la déclaration de Berlin. Alors bon, je vous ai juste donné en exemple celle-ci parce qu'elle donne une définition en fait de ce qu'est l'open access. Et vous voyez que l'idée c'est une mise à disposition gratuite. D'accord. Donc si je reprends la notion, l'œuvre doit être disponible gratuitement, hein, c'est le premier point. On doit permettre aux autres d'accéder gratuitement à cette œuvre. Et puis ensuite, on doit offrir aux utilisateurs la capacité d'utiliser cette œuvre d'une manière beaucoup plus large que ce que prévoit la législation. Hein, donc il existe des exceptions dans le droit d'auteur, et ces exceptions sont relativement restreintes, on pourra y revenir plus tard. L'idée ici, c'est vraiment d'élargir et puis de permettre de beaucoup utiliser permettre beaucoup de types d'utilisation. D'accord? Et puis finalement, le but, hein, d'une œuvre en open, enfin les critères permettant de considérer qu'une œuvre est en open access, eh bien c'est la capacité d'étudier cette œuvre. Alors pour un texte, hein, pour une publication scientifique, c'est peut-être évident, mais il faut imaginer qu'il peut y avoir par exemple des programmes d'ordinateur qui peuvent être dont le code source peut être caché. Donc ici, cette notion d'étudier l'œuvre est important. Copier l'œuvre, la modifier et la redistribuer sans que l'auteur vienne en fait bloquer, ou son ayant droit vienne bloquer ces types d'utilisation. Donc au final, c'est une œuvre en open access, c'est ça. Après, il y a plein de façons de faire, mais il faut que cette œuvre soit disponible gratuitement et puis qu'on puisse l'étudier, la copier, la modifier et la redistribuer. D'accord? Alors, premier conseil pratique, faites attention parce que la notion d'open access, la notion de libre accès, c'est un concept qui est relativement flou dans la politique commerciale actuelle des éditeurs et puis de comment on en parle. Certaines œuvres peuvent être accessibles mais pas libres, hein. C'est pas, enfin, si une œuvre est accessible sur Internet, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est libre de droit puis qu'on peut l'utiliser comme on veut. Alors, méfiance, il faut avant tout s'intéresser aux possibilités qu'on nous offre lorsqu'une œuvre est en accès libre, et pas simplement s'arrêter à la notion accès libre et puis ou alors open access qu'on rencontre. D'accord? Alors concernant les différentes formes d'open access, vous m'avez dit que vous aviez tous une idée, en tout cas une certaine idée de l'open access, donc je vais aller assez vite. Il y a principalement deux formes d'open access. D'abord, la voie de l'auto-archivage, qu'on appelle voie verte, qui est l'idée de fournir en fait à l'auteur comment dire, une archive électronique accessible gratuitement aux utilisateurs, dans lequel l'auteur peut déposer son œuvre. Alors on peut faire plusieurs distinctions. On parle de voie jaune lorsque on archive uniquement les préprints, donc les articles qui sont avant avoir été revus par les pairs et puis édités. Et puis la voie bleue qui permet l'archivage des post-prints,
donc la version voir la version de l'éditeur des fois, donc la version en fait qui a été revue par les pairs, donc qui est la plus proche de la version telle qu'elle sera publiée dans une revue, d'accord? Alors bon, ben c'est un peu la solution, politiquement, c'est un peu la solution temporaire en attendant de passage total à l'open access, hein, parce que les chercheurs aiment bien en général avoir accès aux revues et pas forcément aux bases de données. Parce que ces bases de données, ben, elles peuvent poser quelques problèmes quant à leur contenu. En fonction de ces, d'accord, en fonction du type d'archive, les contenus sont très inégaux. Alors, c'est vrai que des fois, c'est relativement difficile d'y aller, enfin, de chercher ce qu'on veut, et on préfère chercher comment dire, on préfère avoir, comment dire, euh, voilà. Ah bah, concernant le changement d'habitude, bah justement c'est ça, c'est que en général les chercheurs ont tendance à vouloir plutôt sont habitués à consulter les revues et pas forcément à aller chercher dans des bases de données. Donc bah, pour certains chercheurs, alors pas pour tous, hein, et puis probablement que avec comment dire, avec l'évolution des mentalités et puis l'évolution des politiques en la matière, peut-être que ça pourra changer. Mais c'est vrai que ça demande de changer de façon en fait de travailler certaines fois. D'accord? Alors, il faut se méfier du contenu. Il y a certains contenus qui sont très bons. Il y a certains contenus qui sont des fois, ben, on peut trouver des bases de données qui contiennent uniquement des métadonnées ou alors des préprints qui sont pas forcément qui sont pas, disons, le must. Ça veut dire qu'ils doivent garder leur post-print. Euh, alors, ils doivent pas forcément le garder. On le verra plus tard, mais disons que ça demande, pour certains chercheurs, dans certains domaines, ça demande de changer la façon de travailler, en fait, la façon d'accéder aux articles. C'est ça qui peut un peu gêner certains chercheurs. D'accord? Donc voilà pour la version de l'auto-archivage. Et puis ensuite, ben, on a la voie dorée. Donc la voie dorée, c'est la revue alternative. Finalement, c'est le modèle de la revue bah, identique à la revue revue par les pairs et puis publiée. Sauf que cette fois, elles se font sur le libre accès et pas sur ben, un modèle économique qui vise à limiter ou à restreindre en tout cas l'accès. Hein. Donc l'idée, c'est de créer des nouvelles revues qui se basent là-dessus. Alors, concernant la voie verte et la voie bleue, en fait, la voie bleue, les voies bleues et jaunes, c'est des types particuliers au sein de la voie verte. La voie verte, c'est la voie de l'auto-archivage, et puis la voie bleue, euh, quand on dit finalement qu'une revue supporte une politique de la voie bleue, c'est qu'elle permet à l'auteur d'archiver le post-print ou la version de l'éditeur ou la version de l'éditeur dans son archive. D'accord? Donc en fait, disons qu'il y a différentes politiques au niveau de l'archivage. Et puis, bah, la voie bleue, c'est la politique la plus, comment dire, la mieux pour l'auteur, puisqu'il peut publier disons, la version la plus aboutie de son article en open access dans son archive. Donc, pour ce qui est de la voie dorée, en fait, c'est le principe de la revue, mais en version open source. Donc, on essaye de faire en sorte que les revues sont en libre accès, et puis qu'il n'y ait pas de restrictions au niveau des contenus. L'avantage, c'est que ça permet bah, de continuer à fonctionner de la même manière. Oui, alors, on pourra discuter de la négociation plus tard, ça vient. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de changement de fonctionnement au niveau de la charge des sources. Par contre, le modèle économique peut varier fortement et peut être bah, finalement tout aussi cynique qu'il ne l'est dans l'édition standard, d'accord? Voilà. Puis ensuite, bon, il existe encore plusieurs autres types de voies. Il y a la voie hybride et puis bon, la voie ordinaire. Donc l'idée ici, c'est de permettre d'avoir la voie ordinaire, bah, finalement, l'accès est bloqué. Et puis la voie hybride, c'est de permettre à l'auteur qui souhaite bah, mettre son œuvre en open access, de racheter en quelque sorte, ou en tout cas de dédommager l'éditeur pour cette concurrence en fait de l'œuvre en open access. Et puis, il y a une autre voie qui n'est pas encore très utilisée, qui est plutôt théorique, mais qui pourrait peut-être voir le jour, c'est la voie qu'on appelle platine ou diamant, dans laquelle on aurait une ONG en fait qui aurait un but non lucratif et qui aurait pour mission
d'évaluer et de publier les contenus et puis de les rendre librement accessibles, à condition qu'ils soient utilisés dans un but non lucratif, donc selon une licence Creative Commons non commercial. Donc, bah, ça pourrait être très avantageux. C'est un modèle qui a le mérite d'être très éthique, mais qui peut poser certains problèmes, notamment de dissociation du but lucratif et du but non lucratif. Alors, maintenant, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le copyright est un obstacle ou un outil, en fait, hein, pour le chercheur? On a un problème, hein, on a un problème d'accès aux sources, parce qu'on a des éditeurs qui bloquent l'accès aux sources et puis qui font payer l'accès aux sources. Et ça, c'est un problème qui vient en fait du copyright. Hein. Souvent, on parle du copyright qui bloque comment dire, qui empêche de monter sur les épaules des géants, comme disait Newton. Et puis donc il y a ce problème-là. Et puis donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le droit d'auteur, qui est censé être protecteur pour l'auteur, hein, qui est censé lui permettre comment dire, qui est censé lui donner enfin, le rétribuer pour l'énergie et le temps qu'il a dépensé à créer, est-ce que c'est finalement pas devenu son ennemi? Alors ça, c'est une question que je vous laisse. Vous êtes probablement beaucoup plus compétent que moi dans beaucoup de domaines nécessaires à la réponse à cette question. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que pour nous, les juristes, l'open access, c'est une simple modalité d'exercice du droit d'auteur. Donc en fait, le droit de l'auteur, c'est un droit donc, qui est exclusif, hein, qui est très puissant puisqu'il permet à l'auteur d'interdire d'utiliser certaines utilisations de son œuvre, et puis il peut le faire valoir contre tout le monde, d'accord? Donc c'est un grand droit, et puis ce droit lui permet de restreindre l'accès et de le monétiser d'une manière entre guillemets standard, ou alors finalement de l'utiliser afin d'ouvrir l'accès à son œuvre et puis de profiter de cet accès, d'accord? Donc ça c'est le premier point. Au final, même si fondamentalement c'est vrai que d'un point de vue politique commercial, c'est vrai que la toute puissance des éditeurs et puis surtout la position de force dans laquelle ils se trouvent parce qu'ils détiennent les droits a tendance comment dire, à nous inciter à penser qu'il y a une et bien là, il n'y a pas en fait, il n'y a pas vraiment d'opposition au niveau juridique. C'est plutôt des questions de politique commerciale qui posent problème, d'accord? Donc, au final, si le droit d'auteur s'intéresse enfin, si le droit d'auteur couvre les usages en open access, eh bien, pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire et comment on peut le faire, eh bien, il faut s'intéresser à comment fonctionne le droit d'auteur. Donc, la première question à se poser, d'accord, c'est de savoir est-ce qu'on est en présence d'une œuvre. Ça, c'est le premier point. La deuxième, parce qu'au final, finalement, si on n'a pas d'œuvre, eh bien, il n'y a pas de raison que le droit d'auteur ne s'applique pas. Donc au final, il n'y a pas de droit spécifique. Donc, il n'y a pas de raison de bloquer ce droit, en tout cas du point de vue du droit d'auteur. Il n'y a pas de raison de bloquer l'accès. Et puis, il n'y a pas de raison pour l'auteur, en tout cas pour celui qui a fait cette contribution, qui ne sera pas forcément l'auteur au sens de la loi, de limiter l'accès ou d'ouvrir l'accès, puisque ça ne dépendra pas de lui. D'accord? Alors, le droit d'auteur dit que l'œuvre, il définit l'œuvre selon plusieurs critères. D'abord, le premier critère, c'est qu'on ne s'intéresse pas ni à sa valeur ni à sa destination. Hein. On ne fait pas de la critique artistique. Ça, c'est un autre domaine. Il s'agit d'abord d'une création de l'esprit, du domaine littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. En plus, la loi le précise pas, mais l'œuvre doit être exprimée. Pas forcément fixée, donc il ne s'agit pas forcément uniquement des articles, mais aussi des œuvres qui sont éphémères, mais qui peuvent être perçues par les autres. Par exemple, cette présentation, si elle n'était pas enregistrée, elle serait quand même exprimée. Après, il reste à savoir si elle est suffisamment originale pour être protégée par des droits d'auteur. En tout cas, savoir quels aspects peuvent en être protégés. Dans ces conditions, l'élément le plus important, c'est le caractère individuel. D'accord ? Le caractère individuel, il peut être défini comme la diversité des décisions de l'auteur, les combinaisons surprenantes et inhabituelles qui constituent c'est ça qui constitue l'individualité de l'œuvre. C'est la distinction du travail de banal ou du travail de routine. On peut se demander si quelqu'un de raisonnable, dans les mêmes situations,
aurait produit le même travail. S'il n'y a pas de différence, eh bien, probablement qu'il s'agira qu'on n'aura pas de caractère individuel et donc pas d'œuvre. D'accord? Donc c'est comment dire, c'est le premier élément. Ensuite, il nous faut une création d'esprit. Alors, les créations d'esprit, c'est quelque chose de très vaste. On a une liste d'exemples dans la loi, mais cette liste, elle est... Je me permets de t'interrompre, s'il te plaît, Yves. Il y a une question qui dit que pourquoi seulement littéraire ou artistique et pas scientifique au sens des sciences dures? Ah, alors, Je pense j'y arrive justement, donc comment dire, du caractère littéraire ou artistique, c'est la, comment dire, c'est la notion, c'est un peu la notion valise. Bien évidemment que les créations scientifiques sont protégées. Par contre, justement, j'en viens. Donc bon, les créations de l'esprit qui arrivent dans le domaine scientifique, il y en a deux. Il y a celles qui recourent à la langue, donc littéraire, scientifique ou autre, et puis les œuvres à contenu scientifique ou technique tels que les dessins, plans, cartes, etc. Donc en fait, cette distinction, et le fait qu'on ne parle pas de euh, ça vient du fait que ça vient du fait comment dire, on peut pas protéger l'idée scientifique en elle-même, d'accord? On doit protéger la méthode scientifique. On ne peut pas protéger la méthode qui mène à démontrer une affirmation. Par contre, ce qu'on protège, c'est le cadre tout autour. C'est finalement la transposition dans un langage spécifique et dans une structure particulière des réflexions du chercheur et de sa, comment dire, de l'utilisation de sa méthode. Donc en fait, au niveau des sciences dures, les publications scientifiques, en général, qu'il s'agisse d'un article, qu'il s'agisse d'une monographie, d'une thèse, d'un manuel destiné à l'enseignement, comment dire, de dessins, de schémas, comment dire, s'ils sont pas uniquement dictés par la technique, c'est bien entendu des choses qui sont considérées comme des œuvres. Alors, concernant l'œuvre collective, j'y viens dans quelques slides. Alors, on en discutera à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est vraiment on protège la transposition, en fait, dans un langage et dans une structure particulière de la réflexion de l'auteur. Donc, au niveau scientifique, en fait, pour les publications scientifiques, qu'elles soient de sciences dites dures ou bien de sciences humaines, cette protection, elle sera généralement accordée dès le moment où il y a un choix, comment dire, où l'auteur a eu la capacité à faire des choix dans sa structure et dans les mots qu'il a choisis pour exprimer sa pensée. Par contre, l'auteur peut pas monopoliser comment dire, une idée ou un concept scientifique, en tout cas en utilisant le droit d'auteur. D'accord, donc si je vais plus loin, donc ce qui est protégé, c'est la forme soit à l'extérieur, l'organisation de la présentation, et puis l'agencement des idées, donc la forme intérieure, pas le tout. Après, j'ai vu que vous m'avez posé quelques questions à l'avance sur les bases de données et puis les recueils. Donc les recueils, c'est des groupes, c'est des groupements d'œuvres individuelles, hein. Et puis la loi sur le droit d'auteur explique qu'ils sont protégés à l'article 4 si ils répondent en eux-mêmes aux critères de l'individualité notamment. Donc en fait, un recueil est protégé si l'agencement de son contenu possède un caractère individuel. Donc, un bottin téléphonique qui est un recueil n'est pas protégé parce que il n'y a pas vraiment d'individualité à organiser comment dire, les adresses et puis les numéros de téléphone des gens par ordre alphabétique et puis ensuite par ordre alphabétique des localités dans lesquelles ils habitent. Par contre, si vous faites un recueil de poèmes qui exprime votre sensibilité ou qui exprime l'évolution de vos émotions au fur et à mesure, là, on pourra imaginer que le recueil est protégé, tout en sachant que les œuvres qu'il contient sont également protégées, donc vous devrez demander aux auteurs l'autorisation pour en faire un recueil. Concernant les bases de données, eh bien finalement pour les juristes, il s'agit simplement de super recueils. Des recueils géants qui contiennent beaucoup de choses, parfois des œuvres, hein, qui sont elles-mêmes protégées, mais en général on considère que ces bases de données, elles sont beaucoup trop génériques et puis elles manquent de caractère individuel pour être protégées.
Donc au fond, ben, rien n'interdit sous l'angle du droit d'auteur. Après, ben, il y a des problèmes de concurrence éventuellement, mais sous l'angle du droit d'auteur, rien n'interdit de reprendre en fait le contenu d'une base de données. Après, si le contenu est composé d'œuvres, hein, je ne sais pas si vous avez une base de données des œuvres d'art, des artistes du 21e siècle, eh bien, le contenu de chaque œuvre stockée dans la base de données sera protégé. Par contre, la base de données elle-même, non. D'accord. Ça m'amène à finalement à mon premier constat juridique et puis à mon deuxième conseil. C'est, en premier lieu, il faut savoir comment, enfin, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on est face à une œuvre? Parce que ce qui est protégé par le droit d'auteur, c'est les œuvres. Le reste, non. Donc tout ce qui est hors du cadre n'est pas soumis aux restrictions du droit d'auteur et donc n'est pas soumis à une quelconque volonté de l'auteur de libérer l'accès ou d'en autoriser l'accès. D'accord? Alors maintenant, ben, petite question pour vous. Donc je peux utiliser une œuvre et puis ben, vous devez me trouver comment dire, il y a il y a une bonne réponse. Très bien, donc vous êtes en majorité pour la réponse D et malheureusement la réponse C était plus juste. Alors c'est vrai qu'il y avait un piège parce que effectivement c'est important de citer correctement ses sources, mais c'est avant tout une question de bonne pratique scientifique. D'après le droit d'auteur, l'exception de citation, elle doit être limitée notamment par le fait qu'elle doit servir de commentaire, de référence ou de démonstration. D'accord? Euh, et c'est ce que nous dit l'article 25, d'accord? Plusieurs conditions. Alors, ça dépend si c'est une œuvre en libre accès en ligne. Ça ne veut pas dire que vous pouvez le déposer dans un repository universitaire. Alors, ben, ça dépend. Il y a plusieurs. C'était la différence au début entre libre accès et puis libre accès au sens open access. Et il se peut qu'une œuvre vous soit montrée en ligne, vous soit accessible, mais que l'auteur conserve ses droits. Et à ce moment-là, ben, vous aurez vous pourrez pas la republier dans dans différents endroits, puis l'offrir à des publics différents. Donc, concernant la citation, eh bien, il y a plusieurs conditions. D'abord, elle doit servir de commentaire. Alors, il doit y avoir un lien. Ce lien, il doit être ni trop étroit, puisqu'au final, ben, si le lien est trop étroit, si votre but c'est de présenter une œuvre par la citation, vous sortez du champ d'acception de la citation. Et puis, il ne doit pas être trop éloigné, parce que la citation doit servir de commentaire de référence ou de démonstration. Donc, il y a une question de proportionnalité. Ben, quant au contenu, hein, il faut que ça étaye votre contenu, il faut que ça appuie votre propos. Et puis, quand elle-même, la citation d'une œuvre entière pose quelques problèmes. Hein, c'est le cas notamment ben, des photos ou comment dire, ou ben, par exemple des tableaux, ce genre de choses. C'est difficile de justifier une citation complète. Hein. Si vous écrivez un article et puis que vous citez, enfin, vous citez le travail d'un autre chercheur, ça sera difficile de justifier le fait que vous repreniez son article en entier dans votre publication. Une, donc concernant bah, les œuvres bah, des beaux-arts, des fois c'est difficile de justifier l'étendue de cette citation. Maintenant, euh, la pratique varie selon les pays, et puis en général, le fait comment dire de pas pouvoir comment dire de pas pouvoir uniquement, enfin le fait que en citer une partie d'une œuvre perde de sa pertinence permet de justifier la citation d'une œuvre totale. Hein. Si vous reprenez par exemple
le tableau de Banksy qui s'était autodétruit, puis que bah, vous faites un article sur cet auteur, et puis que vous parlez de ce tableau, eh bien, probablement que utiliser juste le ballon en forme de cœur ne permettra pas de détailler votre propos, et puis vous pourrez à ce moment-là justifier une citation complète de l'œuvre. Donc il s'agit d'une exception au droit d'auteur. Donc qui dit exception dit au fait dit qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir son autorisation. Hein. Donc là, bah, si vous citez une œuvre, vous n'avez pas besoin de citer cette œuvre, enfin, vous n'avez pas besoin de faire attention au fait qu'elle soit en accès libre ou pas. Alors, justement, si vous voulez utiliser l'œuvre, effectivement, oui, puisque ben, il est encore vivant, il s'agit vraisemblablement d'une œuvre au sens du droit d'auteur, et puis, donc, si vous voulez l'utiliser, hein, je sais pas, pour égayer une présentation, eh bien, probablement que vous devrez demander comment ça s'appelle? Vous devrez probablement demander à l'auteur son autorisation. Par contre, si vous êtes dans le cadre de l'exception de citation, à ce moment-là, bah, c'est la loi en fait qui vous donne cette autorisation et vous n'avez pas besoin de le lui demander. Maintenant, effectivement, oui, par exemple, ouais. Maintenant, il faut faire attention parce il faudra être capable de justifier l'étendue de cette citation. Et puis, bah, c'est vrai que souvent, bah, c'est peut-être plus simple de demander à l'auteur son autorisation plutôt que de prendre le risque hein, de savoir si cette citation est justifiée ou pas. C'est un peu le problème. D'accord? Donc, concernant maintenant la multitude d'auteurs, donc, il peut y avoir plusieurs auteurs qui contribuent à une œuvre. Hein. On considère qu'il y a deux types d'œuvres. Les œuvres qui sont composées, finalement, qui sont le résultat du travail de chacun des auteurs. C'est le cas, par exemple, je sais pas moi, d'un commentaire. Si vous prenez, pardon, si vous prenez ce commentaire-là, qui est le commentaire roman du droit d'auteur, de la LDA, enfin, il n'y a pas que la LDA, mais il y a de nombreux auteurs qui ont contribué à chacun réaliser, comment dire, un travail sur un article précis. Donc, dans ce cas-là, quand il n'y a pas de lien entre les contributions des auteurs, au fond, si ce n'est le fait qu'elles sont mises ensemble, on est dans la protection plutôt d'un recueil, et puis chaque auteur reste finalement l'auteur de sa contribution et dispose des droits sur sa contribution, donc des droits de mettre son œuvre en open access ou pas. Après, reste à savoir si il a décidé de renoncer à ses droits à l'avance ou pas. Concernant les œuvres communes, c'est des situations dans lesquelles plusieurs auteurs collaborent ensemble à la création d'une œuvre. Hein. C'est typiquement le cas d'un professeur qui écrit un article avec son assistant. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas nécessairement d'avoir que chacun finisse la phrase de l'autre, mais il s'agit que les auteurs aient décidé de collaborer dans le but de la création d'une œuvre finalement commune. Hein. Et puis, on considère que les auteurs sont ceux qui apportaient un apport créatif et pas forcément ceux qui ont apporté un apport financier ou ce genre de choses. Donc là, les conséquences juridiques seront les suivantes. Ce sera plus compliqué parce que l'œuvre ne peut pas être utilisée, peut être utilisée que d'un commun accord, mais il y a une certaine restriction qui veut que celui qui s'oppose à l'utilisation ait une raison valide. D'accord? Donc si on veut finalement mettre cette œuvre à disposition en open access, eh bien, il faudra l'accord de tous les auteurs, ou alors il faudra peut-être se battre sur le fait de savoir si le refus est valide ou pas. Hein. Il peut y avoir plein de raisons qui font que, voilà, dans lesquelles on peut entrer, mais voilà. Donc maintenant, une fois qu'on sait qui est l'auteur, eh bien, il s'agit de savoir quels droits sont en jeu. Hein. L'auteur dispose de droits, il peut pas dispose des droits, enfin, il dispose de droits sur son œuvre, il peut pas interdire d'éventuelles utilisations qui seraient hors de ses droits. Donc, il dispose de droits exclusifs, patrimoniaux. Hein. Dans le monde numérique, on parle de la reproduction. Donc, c'est le fait de confectionner un exemplaire d'une œuvre, et puis un droit l'idée, c'est de faire un exemplaire, photocopie, hein, c'est le cas le plus classique, et puis aussi une copie sur un support durable. Donc, support durable, c'est finalement tout ce qui est toute mémoire qui permette d'accéder et
d'accéder à cette œuvre, donc un disque dur, un serveur, une clé USB. On peut même discuter de savoir si les copies en cache dans les ordinateurs font partie de cette reproduction. Et puis la reproduction, elle peut être totale, l'œuvre en entier, ou partielle, hein. Il suffit qu'un élément, un petit morceau de l'œuvre soit suffisamment distinctif pour qu'on puisse reconnaître que c'est un morceau de cette œuvre, pour qu'on touche au droit de reproduction. Surtout le droit de communication, hein. C'est ce qui arrive quand vous mettez une œuvre à disposition sur YouTube. Donc là, vous faites en sorte que les tiers puissent accéder en fait à cette œuvre et puissent consulter cette œuvre quand ils le souhaitent. Donc c'est le cas de YouTube, hein, qui héberge des différents contenus, et puis c'est le cas aussi du peer-to-peer dans certains cas, ou alors typiquement du dépôt d'archives dans lequel vous allez stocker votre article. Le fait que les gens puissent y accéder librement au moment où ils le veulent, il s'agit ici d'une utilisation du droit de mise à disposition. Parallèlement à ça, il y a deux droits qui sont des droits plutôt des droits comment dire, moraux, hein, de l'auteur, hein, qui s'appliquent aussi dans le monde numérique. C'est d'abord l'intégrité de l'œuvre, le droit de l'auteur de décider comment et de quelle manière son œuvre sera modifiée. Et puis là, le problème avec Internet, souvent, c'est qu'on a tendance à sortir les œuvres de leur contexte. Et puis, finalement, si on sort l'œuvre de son contexte et puis qu'elle se trouve dans un contexte qui contrevient avec la personnalité même de l'œuvre, qu'on utilise par exemple, je sais pas moi, le travail d'un chercheur qu'on détourne le travail d'un chercheur pour défendre des thèses qui seraient, je sais pas moi, racistes ou bien homophobes, à ce moment-là, l'auteur a le droit de dire non parce que ça, finalement, on touche à sa personnalité, on touche en faisant ça, on nie le fait qu'il ait mis de sa personne dans son œuvre. Et puis le droit à la paternité, donc le droit d'être cité, là aussi, comme les contenus s'échangent et puis se copient très très vite, souvent, ça arrive qu'on perde tout simplement qu'on perde l'auteur, donc il faut faire attention à ce genre de choses. Donc pour revenir à la déclaration de Budapest du début, et bien au final, quand on parle d'accès libre, on parle de mise à disposition gratuite sur Internet. Ça permet tout à chacun de lire, donc accès et mise à disposition, télécharger, il s'agit d'une reproduction, copier c'est une reproduction, transmettre, il y a une mise à disposition et puis une mise à disposition et puis probablement une reproduction, imprimer c'est de la reproduction, chercher ou faire des liens, alors on est probablement hors du cadre des droits d'auteur, mais la question se pose, notamment pour les transclusions par exemple, de s'en servir à toute autre fin légale. Et le seul rôle du copyright devrait être de contrôler l'intégrité et le droit d'être correctement reconnu et cité. Donc, si vous prenez cette définition de l'open access, et bien vous voyez que tous les droits tous les droits impliqués là-dedans sont finalement couverts par le droit d'auteur. Il n'y a rien, entre guillemets, nouveau. Alors, le droit d'auteur n'a pas forcément été pensé pour avec l'open access en tête, mais c'est vraiment une simple modalité d'application des règles du droit d'auteur et pas un nouveau principe absolument opposé au droit d'auteur. D'accord? Donc au fond, est-ce qu'on peut parler vraiment d'incompatibilité et de conflit? En théorie, non, parce que l'auteur est en principe libre d'assurer l'accès libre à son œuvre, mais le problème, il vient plutôt de la stratégie commerciale, hein, de la cession de droits et puis de la volonté de bloquer l'accès de l'éditeur, mais parfois aussi du chercheur. L'auteur peut aussi décider d'user de cette liberté en choisissant pas la voie de l'open access, hein. C'est un peu ce qu'on appelle la schizophrénie au niveau des chercheurs, hein. On a envie d'accéder le plus facilement possible et puis au final sans la moindre contrainte au travail de nos collègues. Mais quand il s'agit de notre travail, on a envie de le monétiser et puis on a envie qu'il soit reconnu et qu'il soit monétisé. Alors la question maintenant c'est est-ce que l'auteur doit être contraint de mettre son œuvre en open access, ou alors est-ce que l'auteur doit pouvoir exercer librement ses droits? Et ça nous amène finalement à la troisième partie de cette présentation. Donc l'idée c'est de parler un petit peu de la transition vers l'open access et puis de comment les choses se règlent en termes de contrat. Alors pour le chercheur,
disons que comment dire, la situation est déjà plus ou moins réglée, hein. Il y a toute une stratégie qui vise à promouvoir l'open access. Cette stratégie, elle est relativement globale, et puis ben, les universités, les hautes écoles ont prévu de mettre en œuvre, et puis comment dire, d'ici 2024, de faire en sorte que 100% des publications soient finalement publiées en open access. Donc, il y a bon nombre de mesures, hein, il y a une transition qui est en train de s'opérer, et puis bon nombre de mesures permettent d'atteindre cet objectif. Premièrement, il y a l'idée un peu de la carotte. Les organismes de financement de la recherche peuvent, en général, celui qui paye peut exiger, peut mettre des conditions aux publications. C'est le cas, par exemple, pour les projets Horizon 2020, dans lesquels la négociation, donc la convention de subvention, donc finalement ce qui va régler le paiement, hein, le paiement des chercheurs, il est nécessaire que cette convention règle les modalités concernant l'accès libre aux publications scientifiques, et en général, eh bien, il faut faire en sorte de maximiser l'accès, hein. Donc les participants s'engagent à diffuser aussi vite que possible et par des moyens appropriés le résultat. Après, vous avez une certaine marge de négociation. Vous pouvez, dans certaines situations, finalement garder des choses un peu cachées, enfin pas cachées, mais vous pouvez garder, ne pas mettre certains résultats en open access, mais ça va dépendre de la négociation avec les responsables du projet, donc c'est relativement compliqué. Après, la politique du FNS aussi, donc là aussi, ben, le financement est conditionné au libre accès des résultats. Et puis après, vous avez en quelque sorte le bâton. Le bâton, ben, donc c'est des modifications légales. C'est par exemple la loi Bernard sur l'université, qui a récemment été modifiée. Cette loi maintenant, elle donne à l'université, alors je sais plus si c'est elle donne à l'université la possibilité, en tout cas, elle transfère des droits à l'université sur le travail du chercheur. Ouais, alors on viendra à la publication secondaire dans quelques instants. Euh, donc c'est la loi zurichoise sur comment dire, c'est le modèle allemand. Euh, il me semble que le projet, il est pour l'instant, enfin, disons que l'Union européenne a voté récemment sur une directive assez, comment dire, a voté récemment sur une directive sur le droit d'auteur. Je ne sais plus si c'est un règlement ou quelque chose, qui va assez loin, comment dire, qui institue des droits à rémunération pour la presse, par exemple. Ça avait fait pas mal comment dire, ça fait pas mal parler, même dans les médias plus, pas forcément spécialisés dans le droit. Et donc, le législateur suisse a décidé en quelque sorte, d'attendre les résultats comment dire, du travail législatif européen pour reprendre la votation sur le droit d'auteur. Enfin, pour reprendre les travaux en fait sur la modification du droit d'auteur. Je sais que cet hiver, le projet est passé au niveau du Conseil national. Et puis, ben, comment dire, le droit de publication secondaire avait été retiré je me souviens bien, par le Conseil fédéral, et il n'a pas été rajouté en tout cas là. Maintenant, ben, disons que il va se passer probablement un peu de temps avant que la loi soit votée et mise en œuvre. Donc, à voir. Il se peut qu'il y ait des changements. En tout cas, rien n'est gravé dans le marbre, et puis elle ne va pas entrer en vigueur demain. Donc, voilà. On est un peu dans l'expectative, mais je sais que le droit de publication secondaire, donc, qui vient, comment dire, qui est un peu le modèle allemand, hein, qui a été voté par les Allemands, a été quand même un peu, comment dire, contesté. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a rien, mais maintenant, c'est pas dit que quand le nouveau projet, comment dire, c'est pas dit que le nouveau projet ne le contienne pas. D'accord? Donc, bah, il y a des lois qui opèrent des cessions de droits, hein, de l'auteur à l'université. Alors, le droit de publication secondaire, en fait, il s'agit comment dire,
souvent d'un article de loi qui peut être généralement comment dire, qui est ajouté au droit d'auteur, qui donne un droit inaliénable à l'auteur de publier son œuvre dans en principe dans une archive. Hein. L'idée c'est de dire que le chercheur il ne peut pas renoncer au droit de publier son œuvre dans une archive ouverte. Et puis comme ça, avec ça, au fond, le chercheur peut, disons que dans le contrat avec l'éditeur, le chercheur ne peut pas renoncer à ce droit et il peut donc ah bon bah très bien alors donc c'est une bonne chose. Faudra que je me renseigne sur le vote du Conseil des États concernant cette LDA, mais ouais effectivement c'était pas dans le projet du Conseil fédéral, donc c'est pas forcément très étonnant. Donc voilà, donc l'idée c'est de pouvoir publier dans une archive et puis sans pouvoir renoncer à ce droit, d'accord? Alors oui, ça on pourra aussi en parler un petit peu plus tard. J'y viens. Donc voilà, donc il y a des lois maintenant qui opèrent des cessions de droits. Hein. C'est pas le cas de l'université de Lausanne, c'est pas le cas de l'université de Neuchâtel non plus. Mais dans certains cas, notamment la loi sur l'université de Berne prévoit également la cession des droits d'auteur. Il y a aussi la loi zurichoise sur la HES qui attribue des droits d'utilisation spécifiques à l'université dans l'optique ensuite comment dire, d'arriver à une forme de publication. Et puis bon, il y a le modèle anglais et puis anglo-saxon, enfin plutôt anglo-saxon d'ailleurs, dans lequel l'idée ça serait d'attribuer à la haute école une licence de publication secondaire et pas aux chercheurs. Mais c'est relativement chez nous ça enfin disons que ça l'idée là derrière c'est que les gens derrière le mouvement open access notamment aux États-Unis sont avant tout des citoyens qui s'inquiètent de l'utilisation de l'argent de leurs impôts et pas forcément des chercheurs. Donc il y a différents modèles qui permettent en quelque sorte de comment dire d'imposer ou en tout cas d'imposer l'open access. Après il y a des modèles d'incitation aussi. Hein. C'est parfois difficile, c'est vrai, quand on a un chercheur et puis qu'on veut faire une carrière, et bien on cherche des publications, on cherche à faire des publications qui ont un fort facteur d'impact. On cherche à publier dans des revues spécifiques qui sont souvent pas forcément les plus respectueuses de l'open access. Donc il peut y avoir des incitations, on peut imaginer comment dire, des incitations en termes de qualité à certains moments. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile, ça demande un changement d'esprit, hein, comme comme vous le dites, Nathanaël, c'est vrai que quand on met des archives quand on met des publications en archive, c'est plus compliqué. Quand on c'est aussi les revues comment dire qui suivent la voie dorée n'ont pas forcément un facteur d'impact aussi important que les revues fermées. Donc c'est difficile. Le chercheur a pas forcément en fait envie ou a pas forcément comment dire en tout cas fait face à certaines contraintes qui peuvent ne pas l'inciter à faire de l'open access, d'accord? Et après, pour modifier ça, il y a plusieurs façons de faire. Il y a aussi des possibilités de valorisation. Hein. L'université de Louvain, par exemple, en Belgique, a décidé comment dire, d'examiner le travail de ses chercheurs en fonction de ce qu'ils ont publié dans les archives ouvertes de l'université. Comme ça permet d'avoir de mieux valoriser les publications qui sont faites en open access et puis peut-être être un peu plus comment dire être un peu plus enfin moins bloquer le chercheur. Et puis après il y a Une petite précision, c'est qu'il demande, disons qu'il tire la liste des publications à partir de leur dépôt institutionnel, mais il n'y a pas une obligation qu'elle soit toute ouverte. Donc elles peuvent aussi être fermées, ils sont accessibles que à l'interne de l'université. Mais ils doivent être déposés. Donc vraiment ça, disons, ça aide au dépôt
mais ils demandent l'ouverture le plus tôt possible, Hum. mais c'est pas obligé, pas obligatoire. D'autant qu'il y a probablement des fois des embargos, ce genre de choses qui viennent gêner. Donc il y a des possibilités en tout cas de valoriser le résultat. Et puis après, bah, il y a aussi des façons comment dire, de soutenir l'open access au niveau de la haute école. Hein. On peut bah, aider les chercheurs dans leurs négociations avec les éditeurs. Ça peut avoir de temps en temps un impact. Bon, alors pas forcément contre peut-être que bah, même quand la haute école est derrière, c'est difficile de discuter avec un immense éditeur, mais peut-être avec des plus petits éditeurs, ça permet de négocier, ça permet en tout cas d'apporter un soutien, de proposer ben, des avenants au contrat ou bien ce genre de choses. Disons qu'il y a, il y a beaucoup de mesures qui vont, en tout cas qui sont, comment dire que euh, dont la mise en place est prévue avec la transition vers l'open access. Et puis, ben, il y a le problème des coûts de publication, en fait, des revues, hein, les coûts ben, soit pour les modèles auteur-payeur, ou alors pour payer comment dire, la libération du nœud. Hein. Ben, ce problème-là aussi, il peut gêner les chercheurs de temps en temps. Et donc, ben, il y a des mesures qui peuvent se mettre en place pour aider ça. Après, c'est un peu une aparté parce que au niveau juridique, eh bien, la situation, elle est, comment dire, bon, elle est pas très simple, mais elle est relativement claire. Le modèle ordinaire, c'est le contrat d'édition, d'accord? Donc, selon l'article 16, il est possible de céder les droits, hein, individuellement ou globalement à un tiers, en tout cas pour les droits d'utilisation, après pour les droits moraux. Alors ça, ben, je propose qu'on en discute après pendant les questions. Voilà, donc les droits moraux, c'est un peu plus compliqué parce que ben, ils sont plus liés à la personne de l'auteur, mais voilà, le contrat de cession des droits, il est très 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 large. Hein. On est très libre au fond, et puis donc ben, au fond, on est très libre aussi comment dire de se faire imposer des règles. Donc les contrats de cession ben, sont extrêmement efficaces hein, pour l'éditeur. Comment dire, la conséquence d'une cession, c'est que le droit est définitivement transféré. Donc l'auteur, il perd la maîtrise de ses droits, c'est le cessionnaire, donc l'éditeur en général, qui obtient ses droits. Et qui pourra les faire valoir comme s'il était l'auteur, au fond. Donc là, bah, je vous ai donné un petit exemple du contrat d'édition, d'un contrat d'édition de revue d'Elsevier. Et puis, bah, vous voyez que c'est assez, enfin, que ça va très très loin. Hein. Cette cession signifie que j'ai cédé au titulaire le droit exclusif de publier et de reproduire l'article. Donc voilà, droit de reproduction, droit de publication, finalement, de mise à disposition, ou toute partie de l'article en format papier, électronique ou sous toute autre forme et tout autre support. Là aussi, hein, c'est pour le futur, on est tranquille. S'il peut y avoir une autre façon de publier des articles qui va arriver, je sais pas moi, voilà, l'éditeur est relativement tranquille, il gardera les droits, et puis ben, l'auteur est possédé de tous les droits quasiment. Donc les conséquences, ben, le cessionnaire devient titulaire, et à ce moment-là, l'auteur qui va décider enfin l'auteur qui souhaiterait en fait mettre son œuvre en open access, il va se heurter à la volonté de l'éditeur. Parce que la mise en, comment dire, la mise en open access, elle implique l'exercice de plusieurs droits de l'auteur qui sont cédés à la maison d'édition. Donc au final, ça dépend ben, soit du contrat, hein, le contrat peut prévoir des choses, hein, c'est pour ça qu'on a par exemple sur Sherpa Romeo les codes de couleurs, hein, vert, jaune, bleu et blanc. Et puis, ben, au final, comment dire, la politique de l'éditeur et le contenu du contrat vont définir s'il est possible ou non de passer en open access. Alors, ça ne veut pas dire que une fois que vous avez cédé vos droits, vous êtes coincé. Hein. La plupart des maisons d'édition, elles sentent quand même comment dire, les changements, et puis elles proposent des formes d'open access. Mais après, la pratique, elle varie fortement. Hein. Ça dépend de la voie, hybride, verte ou dorée. Et puis, il y a aussi des questions d'embargo. Donc, il y a généralement, pour pas gêner leur activité commerciale, le, 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 les éditeurs ben,
se voient accorder 6 mois ou une année avant que le chercheur ne puisse déposer son œuvre dans une archive ouverte. Donc là aussi, ça dépend au final de ce que l'éditeur veut bien vous donner. Parce que si vous avez cédé vos droits, vous êtes en quelque sorte, vous n'avez plus la possibilité de les faire valoir et vous avez besoin de les faire valoir pour mettre votre œuvre en open access. D'accord? Une autre solution, un autre véhicule juridique, c'est la licence, donc c'est le contrat de licence, qui est censé être un peu plus light. Hein. Il s'agit d'une cession, en fait, d'une autorisation temporaire à faire usage d'un droit. Donc là, le droit reste finalement, c'est vous qui conservez votre droit, mais vous autorisez quelqu'un à l'utiliser à votre place. Et donc là, la licence, elle peut être très large, mais elle peut être très large ou elle peut être très restreinte. Un contrat de licence exclusif qui est finalement qui dure la durée du droit d'auteur, eh bien, c'est presque aussi contraignant qu'une cession de droit. Donc, c'est pas parce qu'on vous parle de licence et pas de contrat d'édition ou de cession que vous êtes à meilleure enseigne. Par contre, il y a de la diversité. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Hein. Les licences Creative Commons, c'est une forme de licence, et puis dans laquelle l'auteur fait usage de son droit afin de permettre par avance certaines utilisations. Hein. C'est le même principe que pour l'open access en fait. Puis c'est souvent ce véhicule qui sera utilisé d'ailleurs afin d'amener en open access certaines œuvres. En conséquence, ça dépend des droits qui sont transférés et puis ça dépend des droits qui restent à l'auteur, hein, de savoir qui dispose de la capacité qui dispose encore de la capacité en fait de mettre une œuvre en open access. Maintenant, encore une petite question. Alors là, il y a plusieurs réponses possibles. D'accord. Donc, bien, il y avait un piège. La réponse B est pas forcément juste. Puis c'était plutôt la réponse C et la réponse D qui doivent être. Enfin, en tout cas, c'est les deux réponses qui étaient les plus justes. Donc, au fond, s'il n'était pas question de publication sur Internet, eh bien, on peut s'attendre à ce que à ce que vous ayez conservé vos droits, d'accord? C'est le principe. Euh, pardon, enfin, c'est le principe comment dire, c'est un principe d'interprétation hein, des contrats relatifs aux droits d'auteur qui est le principe de la finalité. Donc l'idée, c'est de dire que pour protéger l'auteur, on considère que celui-ci a cédé finalement pas, enfin, n'a pas cédé plus de droits que ceux qui étaient nécessaires à la réalisation des objectifs du contrat. Donc si vous aviez conclu un contrat pour comment dire, pour une publication papier et c'est tout, eh bien, vous pouvez en tout cas justifier, hein, après ça dépendra du contexte, mais vous pouvez justifier le fait que vous n'avez pas cédé vos droits pour une publication en ligne. Hein. C'est bien pour ça que dans le contrat d'Elsevier, il se garde bien de prévoir toutes les éventualités hein, de diffusion. Donc vous pourriez défendre, en tout cas on peut défendre l'idée que ces droits n'ont pas été cédés et vous conservez en fait les droits relatifs à une mise en ligne et puis à une exploitation en ligne. Donc vous auriez la possibilité comment dire, peut-être de publier cet article. Après, ben oui, c'est Chez la. nous,
Pardon. C'est la réponse de l'éditeur, hein, mais ils prévoient ça en général dans leur contrat. Et donc, ben, voilà, à vous de voir, il faut avant tout s'intéresser au contrat. Donc, pour revenir Pardon, chez nous, ça arrive assez souvent qu'il y a des auteurs qui veulent déposer, notamment des profs à la retraite, qui veulent tout déposer, que c'est des articles ou même des bouquins des années 80, 90, quand il n'y avait pas, bon, 80, il n'y avait pas encore Internet, et puis qui se posent la question, est-ce que je peux déposer le texte intégral dans Hum. notre archive institutionnelle? De ce que tu viens de dire, il semblerait que c'est possible, parce qu'on n'avait pas cédé nos droits. Il n'y avait pas Internet, donc on ne pouvait Alors, pas céder nos effectivement, oui, droits à quand l'époque. c'était prévu. Après, ça dépend aussi un peu ça dépend aussi un peu du contrat, hein. Disons que comment dire, l'idée de prévoir la session pour enfin, pour des utilisations beaucoup plus vastes que l'utilisation prévue, bah, comment dire, c'est une technique, enfin, enfin, ouais, je sais pas comment dire, ça date depuis très longtemps en fait. Donc, il faudra s'intéresser à chaque publication. J'utilise un langage flou pour dire tous les supports qui Ah ouais, pourraient il faut voir en exister fait ben, sur quel était le ce contrat contrat. pour chaque publication et puis ben, qu'est-ce qui a été convenu. Si rien n'a été convenu, on peut, comment dire, on peut justifier en tout cas, on peut justifier cette position. Alors la session, bah, elle peut être limitée, elle peut ne pas être limitée, elle peut durer en fait la durée des droits d'auteur, hein, qui est très 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 longue. Donc c'est, comment dire, si on se trompe, on va dire si on se trompe dans l'interprétation du contrat, ben ça c'est tout le problème. Pardon? Disons par exemple si on dépose, Alors ben, si on n'avait pas le droit, ben, ce qui se passe c'est que comment dire, mais je crois que voilà, je crois que j'arrive. Donc si l'œuvre est déjà publiée, hein, la question de savoir c'est est-ce qu'il y a une cession ou une licence, et puis que disent les règles pour la mise à disposition. En règle générale, c'est bien entendu l'éditeur qui aura en principe les droits nécessaires à la mise en open access. Et si vous le faites, ben, vous violez votre contrat avec l'auteur avec l'auteur, enfin, entre vous et votre éditeur. Et ça peut ouvrir ben, la voie à des actions sur le plan civil et sur le plan pénal. La plupart du temps, c'est pas ça qui va arriver. Enfin, vous allez vous faire, comment dire, on va vous enjoindre de retirer votre œuvre bah, de là où vous l'avez mise, à condition bah, finalement que l'ayant droit voit cette publication, parce que ça peut aussi arriver qu'on stocke une publication et puis que bah, l'éditeur si l'éditeur continue de publier du papier et s'intéresse pas à ce qui est stocké, ben, il n'aura jamais connaissance de ces informations. Donc la seule solution dans ce genre de cas, d'un point de vue juridique, c'est de négocier la diffusion, parfois en rachetant la liberté de l'œuvre, ou alors comment dire, en arrivant à justifier le fait que les droits n'ont pas été cédés pendant le contrat. D'accord? Donc au fond, maintenant, le dernier élément, j'arrive bientôt à la fin, l'auteur est libre maintenant pour les œuvres, l'auteur est en quelque sorte libre. Il peut choisir la voie ordinaire, donc un contrat dans lequel il cède ses droits, ou dans lequel en tout cas il s'empêche de publier son œuvre en open access. Il peut choisir un éditeur qui propose une politique spécifique. Ou alors ça c'est relativement je propose qu'on y revienne plus tard aussi. Euh, donc l'idée c'est comment dire donc on peut choisir un éditeur qui propose une politique spécifique en termes d'open access. Là, eh bien, c'est un petit peu le mélange. C'est-à-dire qu'il y a ben, des pratiques qui varient énormément, des pratiques qui varient énormément en fonction des éditeurs, en fonction aussi des revues qu'ils éditent, en fonction de plein de choses. On peut avoir des préprints, des postprints, des éditeurs comment dire, qui exigent aucun archivage, qui exigent des embargos d'une durée plus ou moins longue en fonction de l'article, etc. Ensuite, on peut aussi choisir de sa voie et puis mettre son œuvre en open access avant de conclure un contrat avec l'éditeur. C'est l'inverse de la situation dont on parlait précédemment.
Dans ce cas-là, eh bien, effectivement, oui, vous disposez des droits, hein, à moins qu'ils aient été cédés par un autre contrat, par la loi ou par peut-être le règlement de votre université. Donc, si vous disposez des droits, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre votre œuvre en libre accès, hein, comment dire, vous pouvez l'auto-publier, ou bien vous pouvez la mettre dans une archive, hein. C'est souvent ce qui arrive pour les préprints avant qu'ils soient relus. Mais maintenant, ça peut avoir des conséquences un peu problématiques, parce que d'abord, certains éditeurs peuvent exiger a posteriori un embargo, donc vous serez dans l'obligation comment dire, de bloquer l'accès à votre publication dans l'archive pendant la durée de l'embargo. Et puis, si votre préprint est très proche et qui est déjà déposé, ben, comment dire, l'auteur comment dire, alors, je vous propose aussi de revenir après sur cette question, hein. Donc, si le préprint est trop proche, l'éditeur pourra considérer que les droits qu'il a sur l'œuvre sont violés. Et puis, tout simplement aussi, un problème de négociation. Si votre œuvre est déjà en accès libre, un éditeur peut se dire, mais pourquoi est-ce que je ferai l'effort de publier cette œuvre, tout en sachant qu'elle me rapportera rien, en fait, parce que ça va inciter personne à acheter ma revue. Et puis ensuite, le dernier cas, c'est le cas de la voie dorée, hein, des revues en open access. Alors là aussi, c'est pas très homogène. Il y a en principe pas de session, hein. En principe, on a comment dire, en principe, on n'a pas pas de session, mais on a des licences des fois, des licences Creative Commons qui peuvent être plus ou moins vastes. Donc ça peut être relativement compliqué, hein. En fait, il y a toute une pratique qui est en train de se mettre en œuvre. Et puis, pour l'instant, il n'y a pas une homogénéité comme il y aurait avec le contrat d'édition, par exemple, hein. C'est en train de venir, donc il faut s'intéresser vraiment au cas par cas au contrat pour voir qu'est-ce que ça implique exactement. Alors, prudence pour la voie dorée. C'est vrai que c'est une bonne, comment dire, c'est vraiment presque le Graal de l'open access en fait, hein. C'est le but à atteindre en quelque sorte, mais voilà, faut faire preuve un peu de prudence dans les conséquences que ça peut avoir. Ici, vous avez un exemple, par exemple, toujours d'Elsevier, en fait, d'un contrat de licence assez amusant d'ailleurs. Il vise la publication dans un journal open access, d'accord? Donc en fait, ce qui est amusant, c'est que vous accordez à Elsevier la licence exclusive de publication et distribution. Donc c'est quand même un acte juridique très fort, hein. C'est eux qui auront la possibilité de faire valoir les droits pour toute la durée du droit d'auteur, donc 70 ans après votre mort, ce qui peut faire quand même un certain temps, hein. Et puis, c'est ensuite Elsevier qui se charge de publier votre article sous la licence Creative Commons Attribution 4.0. Donc, c'est une forme de licence Creative Commons qui est très, quand même, qui est très libre pour le coup, hein. D'autres éditeurs vous proposent en fait une voie dorée dans laquelle comment dire, l'œuvre est publiée selon une licence Creative Commons un peu plus restrictive. Donc là aussi, vous devez vous méfier. Et puis enfin, un dernier élément, donc les rapports entre la haute école, l'archive ouverte et l'auteur, c'est peut-être donc le cas de l'archive dans la haute école. Alors, première chose, il peut y avoir une loi qui oblige ou qui incite le chercheur à déposer son œuvre, hein. Là aussi, ça peut poser des problèmes avec le chercheur tout simplement, parce que peut-être que lui, justement, il cherche plus à faire avancer comment dire, à publier dans des revues à fort facteur d'impact qu'à favoriser l'open access. Et puis ensuite, la pratique et l'étendue du transfert peut varier fortement. On l'a vu, la loi de l'université la loi sur l'université bernoise est sans commune mesure avec les lois, par exemple, neuchâteloises ou vaudoises sur l'université, qui prévoient pas de cession de droits d'auteur. Donc il peut y avoir des licences non exclusives, des sessions particulières. Il peut y avoir aussi rien du tout. Là aussi, il y a beaucoup comment dire, beaucoup de possibilités. Et donc, il faut être attentif parce que ces possibilités peuvent avoir des conséquences importantes. Et enfin, entre l'archive et l'auteur, eh bien, en principe, il y a un acte de mise à disposition lorsqu'on stocke dans l'archive notre publication. Alors, théoriquement,
si on voulait jouer vraiment sécurisé, il faudrait prévoir un contrat de licence, en tout cas, permettant la mise à disposition. Après, bon nombre d'archives se contentent en fait de dire qu'ils exercent une activité purement technique, et que rien n'est cédé, que rien n'est licencié, et qu'au fond, il s'agit simplement de proposer aux chercheurs un outil qui met à disposition, entre guillemets, selon ses propres droits, et puis à ses risques et périls. Donc là aussi, il y a très peu de clarté. Et puis une dernière question sur laquelle il faut faire très attention, c'est le caractère définitif de cette publication. Hein. Si vous publiez sous une licence Creative Commons, eh bien cette licence, elle est définitive. Vous n'avez pas la possibilité de revenir en arrière et puis de dire ah mais en fait mon article je souhaite limiter sa publication puis je souhaite arrêter je souhaite limiter cette licence. Donc on peut se demander si le fait de publier dans certaines de ces archives, c'est un caractère définitif ou si c'est autorisé. Donc là aussi, il faut peut-être comment dire, il faut faire attention à ça. Certaines archives prévoient qu'il est possible de retirer des choses, d'autres ne le prévoient pas. Donc là aussi, c'est un élément relativement important à avoir. En conclusion, le premier point, c'est que Pour rebondir là sur cette slide avant d'arriver à la conclusion, quand tu parles de l'obligation, de l'incitation au dépôt, c'est pas la même chose de dire je oblige l'ouverture. Donc est-ce qu'il y a il y a une distinction, mais est-ce qu'il y aurait des contraintes légales, juridiques à dire vous êtes obligé à déposer une copie dans l'archive et de l'ouvrir quand vous pouvez, mais pas obliger l'open access, mais plutôt de alors garder une copie dans si elle notre est archive. Est-ce que ça c'est possible d'un point de vue juridique? il faudrait voir les droits que ça implique. En principe, il n'y aurait pas de mise à disposition. Hein, il y aurait probablement une reproduction, mais cette reproduction, elle serait couverte par une exception au droit d'auteur, hein, donc probablement un usage privé. Donc J'entends. là, à mon avis, il y aurait pas de problème. Par contre, il faut qu'elle soit, comment dire, il faut qu'elle soit non accessible. Il ne faut pas qu'elle soit librement accessible. Euh, après, ouais, voilà. Donc si je reviens à la conclusion, donc on n'entre pas dans un nouveau monde au niveau juridique en tout cas. Hein. Donc la LDA reste applicable, même si les principes de l'open access n'ont pas été forcément pris en compte ont pas été forcément pris en compte lors de la rédaction de la LDA. Ça peut évoluer, hein, ça peut changer. Il y a passablement comment dire, il y a vraiment une tendance à entrer dans l'open access, donc c'est pas exclu que ça ait des répercussions au niveau de la loi. Mais fondamentalement, elle fonctionne aussi avec la philosophie de l'open access. Et puis, c'est le premier point. On n'entre pas dans un territoire nouveau. Par contre, le problème, en fait, c'est plus que la transition, elle est en cours. Euh, Elle est en cours, et puis le chercheur, il se trouve, étant donné que c'est lui qui est titulaire à titre originaire des droits, eh bien, c'est souvent vers lui que tout converge. Hein. Les contrats d'édition qui vont extrêmement loin, des obligations, des incitations, et ce genre de choses. Donc, oui, des fois, pour le chercheur, c'est peut-être pas forcément la situation la plus agréable et la plus simple. D'autant que cette transition, elle est pas forcément encore parfaitement mature au niveau économique, puis au niveau comment dire, de toute la régulation qu'il y a autour. Donc il y a des approximations, des erreurs, des problèmes. Finalement, on n'a pas forcément une vision claire de ce qu'est l'open access. On propose des choses qui sont ouvertes, mais qui ne sont pas en open access. On propose des nouveaux types de contrats, des nouvelles formes d'exploitation commerciale qui sont pour lesquelles il n'y a pas vraiment une pratique juridique très forte. Donc, en fait, on saute pas vraiment dans l'inconnu, mais il y a passablement de façons de faire, et puis on est un peu en train comment dire, de régler un peu les boutons. Donc, c'est ça qui crée en fait l'incertitude qu'il y a derrière. Mais voilà, les règles du droit d'auteur, elles restent relativement solides dans cette situation. Et puis, on peut s'appuyer là-dessus en fait pour cette transition. Voilà.
Et donc, ben, je vous remercie de votre attention. Je vous prie de m'excuser pour le retard. C'est vrai que j'ai pris un peu plus long que prévu et je suis vraiment navré. Et puis donc, ben, pour plus d'informations et puis pour faire un petit peu de publicité, donc vous pouvez accéder au site de CC Digital Law qui propose ben, énormément de contenu en ce qui concerne ben, le droit d'auteur, les licences Creative Commons. Et donc, il propose vraiment des outils, c'est facile d'accès. Et puis, ben, ça peut vous apporter des réponses voilà, ça peut vous apporter des réponses lors de vos recherches ou de ce genre de choses. Voilà. Merci beaucoup Yves. Bon, on a dépassé d'une demi-heure, mais c'est bon parce qu'on a Mhm. introduit les questions tout le long de la présentation. Mais j'avais noté quelques-unes. Je pense qu'on peut juste passer un petit vite fait pour celles qui étaient déjà posées. Et puis s'il y a quelqu'un qui aimerait parler, après on vous dira comment le faire. Mais tout d'abord, il y avait une question tout au début qu'il ne connaissait pas la différence entre l'open access vert, bleu, jaune et blanc. Ça, bon, je peux même en parler. C'est vraiment une classification qui vient de Sherpa Romeo, sauf erreur. Mais en gros, le bleu et le jaune sont un sous-groupe du vert parce que le bleu et le jaune font le vert. Et donc le bleu, c'est la revue qui permet le dépôt du post-print ou la version publiée, et le Mhm. jaune, c'est la revue qui permet le dépôt que du préprint. Et puis le blanc, c'est ce qui ne permet rien, en gros. Mais donc, il y a plein de couleurs pour l'open access. Il y a aussi l'open access bronze, en fait, qui est c'est l'open access quand les éditeurs mettent à disposition sur leur site web la publication, l'article, avec un embargo. Donc, après 6 mois, ils ouvrent l'article. Mais ça, j'aimerais dire que c'est pas exactement de l'open access parce que c'est gratuit, mais c'est pas libre. Donc, on peut le télécharger, on peut le lire, mais après, on peut pas travailler dessus, on peut pas modifier, etc., comme la définition de l'open access en principe le dit. Et puis, en plus, on ne sait pas quand l'éditeur va changer d'avis et fermer le manuscrit. Et donc, il y avait une autre question qui va bien avec ça. Il y a quelqu'un qui avait demandé à qui Bah, appartient le manuscrit au fond, d'auteur la question, accepté, c'est donc le de post-print. savoir, probablement que ça va dépendre de la quantité de modifications qui auraient été faites. S'il y a vraiment, enfin, généralement, hein, de manière générale, bah, au final, il s'agit de l'œuvre de l'auteur, hein, donc du chercheur. Après, si on peut imaginer certains cas dans lesquels ben, il pourrait y avoir, je sais pas, moi, presque une sorte de collaboration entre les reviewers ou ce genre de choses. Et puis à ce moment-là, on pourrait passer peut-être dans quelque chose d'autre, mais c'est vraiment quelque chose de très. La règle générale, c'est que l'auteur ben, finalement, il est auteur du préprint et du postprint. Il faudrait vraiment qu'il y ait en fait quelqu'un d'autre qui apporte une activité artistique à l'article ben, au moment entre le préprint et le postprint, pour qu'on puisse considérer qu'il devienne ben, co-auteur de l'œuvre, en fait. Mhm. D'accord. Donc, il y avait encore deux questions que j'avais notées. Il y en avait une qui nous était arrivée en fait par courrier et c'était autour des licences Creative Commons. Donc, je lis la question, c'était en anglais. I published a book adapting the learning activities. I mean organizing, localizing in another language, creating, drawing and schemes, adding content, etc. of many different authors that distributed their source materials with a CC BY share alike Mhm. for an open source project. Donc apparemment, il y avait des gens qui avaient créé des choses qui étaient sous licence CC BY D'accord. SA, et puis elle les a prises pour faire un livre. Et donc après, elle dit, I mentioned their name at the beginning of the book, and I put the CC BY SA logo on every page of the book. Et après, sa question est, shall I mention the name of each author for each learning Alors là, activity inside the book, or is au the final, entire book comment covered dire, by s'il y the a CC plusieurs BY? auteurs, comment dire, l'idéal, ça serait ben, finalement de mentionner l'auteur pour chaque œuvre. Mais ça, non, je pense, à mon avis, en tout cas au niveau de la citation, ben, c'est vrai qu'il faudrait en venir
à l'article 25, mais a priori, comment dire, euh, au niveau de la, en tout cas au niveau du Creative Commons, il faudrait comment dire, il faut le signifier pour chaque, comment dire, pour chaque élément en fait apporté par chaque auteur. Concernant ensuite la citation de leur nom, ben, c'est vrai que idéalement, il faut que, enfin, disons que le plus la citation est proche du travail de l'auteur, le mieux c'est. Mais après, ben, peut-être que, disons qu'il y a des, comment dire, il y a des modes de citation, il y a des bonnes pratiques, ça dépend un peu des bonnes pratiques scientifiques dans le domaine, au niveau de la citation. Mais disons que voilà, ouais, si je reprends si je reprends l'article 25 de la LDA, euh, il nous dit que pardon, c'est qu'on en est. Voilà, que la citation de la source doit être indiquée et l'auteur doit y être mentionné. Donc il faut que c'est plus une obligation de résultat qu'une obligation de moyens. Hein. Si comment dire, si le nom au début, ça permet de mentionner l'auteur, euh, eh bien, comment dire, si le but est atteint, en fait. Et puis, ça sera plus qu'une question de bonne pratique scientifique. Si on n'arrive pas à reconnaître l'auteur, ça devient, enfin, là, peut-être que l'obligation de moyens de l'article 25 sera pas forcément respectée. Donc, probablement que ça dépendra du cas, ça dépendra de l'ouvrage aussi. S'il est relativement petit, on peut imaginer que citer les auteurs au début, ça suffise. Si c'est quelque chose voilà, de volumineux, probablement qu'il faudra citer les auteurs ben, sur le moment, quoi. Donc le but, c'est vraiment que chaque contribution en fait, de chaque Très auteur bien. puisse être Euh, oui. retrouvée, enfin, puisse être attribuée, pardon. Voilà. Mhm. Il y a une question qui se pose très souvent dans les domaines Mhm. de sciences humaines notamment, concernant les droits d'image des, ouais, des tableaux ou des photos qu'on utilise dans les œuvres. Et il y a Nathalie qui pose la question, quand il y a un auteur qui a obtenu les droits de publier des œuvres dans un livre imprimé et souhaite les mettre en open access, est-ce qu'il peut, au lieu de renégocier des droits d'image, juste cacher un petit peu l'image, donc mettre un spécimen devant ou descendre la résolution de l'image, ou bien est-ce qu'il faut renégocier, et puis on sait déjà que ce type Mhm. de droits sont très coûteux, et en plus il faut les payer chaque année. Et puis elle demande aussi si l'ajout de ce spécimen est autorisé et permet de protéger l'auteur de toute procédure à son encontre. Bon, alors d'abord, bah, il faut, Euh, par voilà. rapport comment dire, aux images desquelles on parle, bah, il faut qu'elles soient considérées comme des œuvres, et puis il faut qu'elles viennent d'auteurs qui soient, enfin, qu'elles aient été faites par des auteurs qui sont pas morts il y a plus de 70 ans. Hein. Ça, c'est peut-être la première chose, des fois, s'il s'agit voilà, de photographie de toiles, bah, par exemple, la photographie d'une toile de Van Gogh, elle ne nécessitera pas forcément, enfin, elle sera plus forcément protégée par la LDA. Maintenant, s'il s'agit d'œuvres protégées, je ne crois pas que l'ajout comment dire, du mot, enfin du spécimen en travers euh, suffise, puisque il s'agit bah, probablement au niveau des droits qui seront, comment dire, qui seront utilisés, bah, il y aura une reproduction, et puis il y aura comment dire, peut-être même une modification de l'intégrité de l'œuvre. Donc, à mon avis, ça doit être, ça doit rester très situationnel. Ça ne peut pas devenir une pratique générale. Par contre, après, bah, comment dire, si on modifie l'image, si on la floute au point de la rendre, bah, finalement, de la rendre plus vraiment reconnaissable, à ce moment-là, à mon avis, comment dire, on sera plus dans le cadre on sera plus dans le cadre d'une utilisation prévue par le droit d'auteur, et donc on pourra envisager de pas avoir à demander les droits. Mais
Bah, effectivement, non, si les droits ont été cédés pour une durée spécifique ou pour une activité spécifique, eh bien, le principe veut qu'on redemande à l'auteur comment dire, le principe veut qu'on demande à l'auteur l'autorisation d'utiliser ses œuvres. Mais bon, si vous le voulez bien, comment dire, je peux vous répondre plus en détail après comment dire, après bah, d'ici quelques temps, parce que voilà, je suis pas sûr à 100% de ma réponse. Donc, après, Oui, et après, il y a une autre question qui est encore plus détaillée, donc je pense on va la enregistrer et puis on va créer cette feuille phare aux questions à la fin pour ce type de questions tellement pointues et détaillées. Mais je pense qu'on peut ouvrir les questions orales pour à tout le monde. Donc, vous voyez là en haut à droite, il y a un petit bonhomme qui a la main levée ici. Là, je suis en train d'appuyer dessus. Donc, si vous cliquez sur ce petit bonhomme avec la main levée, vous aurez, bon, il y aura Anna, je pense, ou Séléné, qui vont vous donner la parole pour poser une question assez générale si possible. Si c'est des questions plus détaillées, vous pouvez les envoyer par écrit et puis on va réfléchir et puis on va créer le document après. Ah oui, le temps qu'on attend les mains levées, il y avait une question de Nathanaël qui avait posé par rapport aux bases de données. Donc, et Nathanaël elle disait que les bases de données scientifiques sont très souvent construites à partir d'hypothèses précises et originales et donc individuelles, et que la construction ou la structure d'une base de données peut faire l'objet de recherches sur plusieurs années et devrait donc être protégée par le droit d'auteur. Et puis, il y a une autre personne qui avait dit que d'autres législations reconnaissent les bases de données comme des créations originales, droit d'auteur sur leur forme, structure, plus sui generis sur le contenu, et qu'il existe d'ailleurs des ouais, licences alors, spécifiques aux bases de données, par exemple c'est au vrai qu'il y a, DBL. il y a un Donc, consensus hein, sur le fait que c'est pas des choses ces à bases de ajouter. données sont le fruit d'un travail qui mérite d'être protégé. Maintenant, à nouveau, comment dire, le droit d'auteur s'oppose pas a priori à une protection, mais exige que cette base de données ait un caractère individuel. Donc, probablement que certaines bases de données, bah, si justement si elles sont construites à partir d'hypothèses précises et originales, hein, je veux dire, si on reprend l'exemple du bottin de téléphone, bah, une base de données de numéros de téléphone avec l'adresse et puis le nom des habitants d'un canton, probablement que ça ne sera pas protégé non plus. Maintenant, s'il y a une construction originale, en tout cas s'il y a une recherche originale, hein, si un second chercheur à qui on demanderait de faire finalement d'atteindre les mêmes objectifs fait une base de données différente, à ce moment-là, elle pourrait être protégée. Donc l'idée, c'est pas ah, voilà, il y a pas d'opposition fondamentale. Il y a pas d'article qui dit qu'on ne protège pas les bases de données. Par contre, il y a vraiment comment dire, il se pose vraiment la question de savoir que protège le droit d'auteur. Il protège certaines bases de données vraisemblablement, mais pas toutes. Et puis, les autres bases de données seront probablement protégées par d'autres lois. Hein. On peut penser à la loi sur la concurrence déloyale, par exemple. Effectivement, si vous exploitez une base de données que vous avez mis des années à créer, eh bien, si un concurrent vient et puis exploite votre base de données, on pourrait imaginer qu'il y a un comportement parasitaire ou quelque chose comme ça qui vous permettra d'agir, mais qui vous permettra d'agir sous l'angle de la LCD et pas sous l'angle du droit d'auteur, ou vraisemblablement pas sous l'angle du droit d'auteur. Donc, effectivement, oui, a priori, on peut l'envisager. Maintenant, ben, en Suisse, c'est pas la norme. Et puis, ben, il n'y a pas comment dire, il y a pas de règle spécifique qui dit que les bases de données sont protégées par le droit d'auteur ou ce genre de choses. Après, ben, effectivement, oui, il y a comment dire, dans le domaine, ben, les gens sont effectivement, comment dire, ouais, les gens sont au courant du fait ben, que ces bases de données ont une valeur, en fait. Mais la question, c'est est-ce qu'elle devrait être protégée par le droit d'auteur ou par autre chose? C'est plus, disons qu'on en est plus là, en tout cas, en Suisse.
Merci. Il y a Isabelle Lucas qui avait levé la main. Est-ce que il va parler, Isabelle? Oui, non. Je vois le petit micro qui est allumé. Isabelle? Apparemment pas. On peut voir les autres questions. Donc, il y avait eu un petit débat sur le... Oui, voilà, écris la question et puis on va la lire. Il y avait eu un petit débat dans le chat par rapport aux sanctions possibles des éditeurs contre les chercheurs. Et donc la question c'était, avez-vous connaissance d'actions en justice qui est aboutie en faveur de l'éditeur et quelles sont les actions pour les chercheurs qui, par exemple, déposent leur Alors, bon, de article cas particuliers et dans une précis, bah, archive, même s'ils n'avaient pas le droit. comment dire, bah, il faudrait aussi que je fasse quelques recherches. Et ce que je peux dire, c'est que généralement, bon, enfin, d'abord, il y a déjà avant que les choses aillent en justice, il y a pas mal de cas qui se règlent bah, comment dire, pas forcément on va pas dire par la menace, mais il y a pas seulement de cas qui se règlent avant d'aller en justice, hein. Mais effectivement, oui, il y a des comportements un peu qu'on peut appeler aussi parasitaires en termes de droits d'auteur, hein. C'est par exemple hein, ça arrivait assez récemment avec certains musées qui essayent comment dire, de limiter en fait l'accès à certaines œuvres qui sont au domaine public, sous réserve de droits d'auteur, et puis qui cherchent à gêner d'éventuelles utilisations. Donc souvent, bah, les choses en général s'arrêteront comment dire, au niveau bah, simplement d'une injonction de, de retirer l'œuvre d'où elle est stockée, d'où elle est mise à disposition. Et puis, ben, ça s'arrêtera là. Après, au niveau des sanctions, ben, ça peut aller assez loin, hein. Si je reprends en théorie, si je reprends l'article, combien c'est, ben, voilà, pour les dispositions pénales, eh bien, certaines infractions sont punies peuvent être punies, c'est plutôt ça, peuvent être punies d'une peine d'emprisonnement, mais c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'extrêmement commun, hein. C'est vraiment des cas de contrefaçon assez extrêmes. Souvent, ça se limitera simplement à une injonction voilà, de bloquer l'accès à un contenu, et puis ça s'arrêtera là. Si on cite de nouveau l'exemple d'Orbi de l'Université de Liège, il nous racontait que dans l'ordre de dépôt, c'est vraiment les auteurs qui sont responsables de tout ce qui est dans le dépôt. Et il disait justement que quelques fois, mais pas beaucoup de fois, ils avaient reçu des lettres des maisons d'édition pour demander de justement bloquer l'accès à des articles. Et c'était toujours avec plus de bienveillance si c'était un chercheur isolé qu'une institution. Donc, eux, ils disaient que c'était normalement réglé assez facilement. C'était juste un message qui disait, écoutez, est-ce que vous êtes trompé peut-être? Mm. Et pouvez-vous, s'il vous plaît, bloquer l'accès à cet article? Voilà, ouais, Et puis c'est c'était fait, c'est- il s'est c'est traité généralement comme ça. enfin, Donc, il n'y avait c'est pas un eu peu de des fois, c'est un peu le conséquences. problème pour nous juristes, parce qu'on n'a pas forcément énormément de décisions judiciaires qui clarifient les choses et puis qui organisent les choses, parce que beaucoup de choses se règlent en fait à l'avance, enfin, pour diverses raisons. Si on sort un petit peu des publications scientifiques, on peut prendre l'exemple de YouTube, par exemple, qui a une politique de retrait, puis une politique de démonétisation, qui vraisemblablement, dans certaines situations, viole les droits soit des auteurs dont on utilise les œuvres, soit des auteurs qui publient des œuvres. Et malheureusement, bah, comment dire, ouais, c'est pas des cas
enfin, souvent c'est des cas qui vont pas aller devant la justice parce qu'ils sont personne n'y voit vraiment d'opportunité intéressante. Et puis ben, ça s'arrête là, il y a un retrait, et puis voilà. Il y a une question de Nathanaël qui dit quels sont les droits de l'UNIL sur les publications de ses Alors, bah oui, chercheurs? Je ne sais j'ai pas si tu juste là. connais la LUL de Ouais, l'Université de alors, Lausanne, mais je pense que c'est assez simple, c'est aucune. Ah, c'est bien. non, alors Effectivement, on n'a aucun droit l'Université de sur Lausanne, le donc droit d'auteur, à sur les l'exception des droits publications, d'auteur, l'UNIL est titulaire des droits de propriété intellectuelle pour normalement. toute création intellectuelle technique. Donc en principe, tout ce qui est invention, hein, Voilà. c'est valorisé en premier lieu par Donc, l'université. Concernant les droits d'auteur pour les articles et ce genre de choses, généralement, ça reste à l'auteur, donc au chercheur. tout à fait. Même les données de recherche, sauf erreur alors. Donc, tout ce qui est généré pendant la recherche appartient à l'UNIL, Mm. mais à partir du moment que tout Voilà, et cela est puis on mis peut même dire sous qu'en fait, format les données de publication, recherche, c'est plus souvent, bah, tout c'est à dépend de ce toi. que c'est aussi, mais bah, souvent, elles sont probablement même pas protégées parce elles manqueraient elles peuvent manquer d'individualité dans certaines situations. Donc mais après, peut-être si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai que bah, comment dire, Très c'est un peu dans bien. l'air Puis du une temps question en aussi fait qui de m'intéresse aussi. repenser Ah, à ça, pardon. hein. Oui. Bah, un bon exemple, c'est aux États-Unis avec le mouvement Open Access plutôt citoyen, qui se demande pourquoi est-ce que au fond, l'auteur financé par par les impôts que payent les citoyens serait titulaire des droits des œuvres qu'il crée dans le cadre de son travail. Des fois, c'est un peu remis en question, hein, puis l'université l'université de Berne, d'une certaine manière, repose aussi cette question parce que comment dire, sa loi, elle va beaucoup plus loin parce que elle se, comment dire, elle considère que les droits immatériels, les résultats immatériels sont cédés. Donc, on peut imaginer que voilà, disons que ça peut aller un petit peu plus loin que la loi sur l'université vaudoise, du coup. Donc, effectivement, ouais, c'est peut-être un des side effects du développement de cette politique d'open access. C'est une forme comment dire, ouais, une forme de cession des droits du chercheur, non pas à l'éditeur, mais à la haute école pour laquelle il travaille. Mhm. Mais ça voudrait dire une réforme de la loi Mm. d'université. Et là, on parle de 5, 6, 7 ans pour faire une Mm. réforme de la loi. Donc, c'est pas, en tout cas, c'est pas pour demain non plus. Puis une autre question qui m'intéresse aussi, c'est par rapport au partage des articles qui peuvent pas être diffusés librement dans une archive institutionnelle. Mais par exemple, la question est, est-ce que je peux le déposer en accès restreint pour mon université, en faisant appel à l'exception d'usage privé ou usage interne, et ajouter un petit bouton à côté dans la notice publique de l'archive pour demander une copie et donc partager au cas par Alors, cas, bon, ponctuellement, avec les personnes qui nous pour contactent. tout ce qui est, donc, finalement, tout ce qui est couvert par les exceptions, il n'y a pas de problème. C'est possible, hein. L'usage privé, l'usage au sein d'une institution, mais c'est des exceptions qui sont relativement restreintes. Mis à part l'usage privé, par exemple, moi qui travaille pour le pôle de propriété intellectuelle à l'université de Neuchâtel, je pourrais pas aller chercher des articles, comment dire, qui sont pas en libre accès et puis les uploader comment ça s'appelle, je sais pas comment ça, comment dire, les uploader sur le serveur sur lequel toute la faculté peut échanger, hein. C'est avec mes collègues du pôle, probablement que oui. Si on, comment dire, si on se connaît assez, si on travaille sur le même, sur les mêmes thématiques, probablement qu'on peut. Par contre, plus, c'est relativement difficile parce que
l'exception est restreinte. Et puis c'est aussi pour ça que qu'on est en train de passer à l'open access, c'est que voilà, il y a des besoins qui sont comment dire qui sont plus étendus que ce que les exceptions permettent. Au niveau de contacter l'auteur, alors je sais que dans certains contrats c'est prévu. L'auteur dispose de la possibilité de le faire. Et puis ensuite, probablement que si ça se fait de manière assez, comment dire, de manière assez, si ça se fait de manière pas massive, hein, euh, probablement qu'on pourrait considérer que ça rentre sous une forme d'usage privé. Bon, après, tout dépend qui viendrait nous le demander, ça serait pas forcément approche, mais voilà, si c'est pas massif, probablement qu'on considère que c'est, alors on pourrait interpréter le contrat en considérant que c'est une faculté qui est réservée à l'auteur. Certains contrats le prévoient. Puis bon, si certains contrats ne le prévoient pas, là, il faudrait peut-être un peu se méfier. Mais, enfin, certains contrats prévoient l'inverse, pardon. Il faudrait peut-être un peu se méfier. Mais, Mhm. D'accord. Oui, là, il y a, sur le chat, c'est marqué que à l'Université de Genève, il y a ce bouton. Chez nous, il y a aussi ce bouton de demande de tirer à part ou de copie. Je peux dire, si on regarde les statistiques, ce bouton est utilisé peut-être entre 5 mhm, et 10 fois par jour pour des articles différents, hein, évidemment, et pas toujours les mêmes. Donc c'est un bouton qui n'est pas massivement utilisé, mais que quand même il y a pas mal de ils ont d'intérêt. Et puis les chercheurs nous disent aussi que c'est intéressant parce que ça mhm, permet de savoir quelles sont les personnes qui sont intéressées à mhm. nos recherches et peut-être quand même de commencer des collaborations. Euh, donc là, on fait peut-être une dernière question, on a encore 5 minutes. Il y a Nathanaël Minard qui nous relaie, je pense, une question de Nathalie Faranque. Situation, je crée un logiciel avec une base de données dans le cadre d'un contrat UNIL. Je n'en suis pas propriétaire. Je peux le prendre en quittant l'institution. Alors, En quoi une publication est différente en termes de propriété donc un intellectuelle? logiciel avec une base de données dans le cadre d'un contrat UNIL. Ok. Donc, la première question sera de se demander au fond, quels sont les droits sur sur ce logiciel. Euh, En théorie, les logiciels sont protégés également par le droit d'auteur. Euh, c'est pas tout à fait considéré comme des œuvres au sens du droit d'auteur, mais mais ils sont assimilés en fait. En tout cas, ils bénéficient du même cadre de protection. Donc là, bah, au fond, si votre logiciel comment dire, si votre logiciel contient une base de données, bah, tout dépendra du contrat que vous avez avec l'UNIL. Si l'UNIL vous permet de repartir avec le code, les contrats en matière de logiciels sont sont assez spécifiques. Souvent, il y a des contrats dans lesquels on ne transmet même pas le code source, on transmet juste finalement le programme. Hein. On ne permet pas d'étudier l'œuvre en question. Donc au fond, bah, la question sera de savoir bah, finalement, qui est propriétaire et puis quels droits sont cédés. Parce que si l'UNI est propriétaire, bah, elle peut bien je veux dire, elle peut comment dire, vous transférer, elle peut vous céder certains droits sur votre œuvre. Publication ici, bah, en fait, dans le cadre de l'Université de Lausanne, vous êtes l'auteur, vous, de votre publication. Donc, c'est comment dire, vous êtes vous l'auteur de cette publication et puis bah, vous cédez éventuellement des droits en fonction de ce que vous voulez en faire. Pour un logiciel qui serait comment dire, qui serait commandé par l'UNI selon un contrat spécifique avec l'UNI, il y a la question de savoir qui sera le propriétaire et puis ben, quels droits ont été échangés. Euh, mais je ne sais pas si j'ai répondu convenablement à votre question par contre. Je pense que, au moins, ce que j'interprète, c'est, euh, disons, ou au moins à partir de la LUL, tout ce qui est propriété intellectuelle appartient à l'UNIL
sauf les publications. Donc, disons, c'est ça la différence. La différence, c'est que si le logiciel n'est pas protégé par le droit d'auteur, ça veut dire que il appartient à l'UNIL, juste parce que dans la loi de l'université dit que toute propriété intellectuelle appartient à l'institution, sauf le droit d'auteur. Donc je pense, c'est ce que j'interprète, disons, si ce logiciel n'est pas protégé par le droit d'auteur, ça veut dire que c'est une propriété intellectuelle qui appartient à l'institution. C'est ça la différence fondamentale, je crois. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Il est 11h59, donc c'est bien. Merci beaucoup Yves pour cet intéressant webinaire et à Célène et à Anne pour le support technique et pour avoir organisé le webinaire. Donc on va compiler toutes les questions. Je pense qu'on a à peu près tout répondu. Mais si on a oublié quelque chose, on passera les questions à Yves qui prendra quelques jours pour les répondre. Et après, on vous enverra l'enregistrement de la vidéo ainsi que les réponses aux questions. Donc, Oui, si je peux encore ajouter un dernier élément, n'hésitez à absolument pas à me contacter si vous avez des questions plus spécifiques ou si vous avez voilà, si vous voulez des détails ou des choses comme ça, c'est avec plaisir que je vous réponds. Vous pouvez me contacter sur mon email et puis voilà. Donc n'hésitez pas. C'est avec un grand plaisir que je répondrai à vos questions. Étant donné que je vous ai mangé plusieurs dizaines de minutes de questions. Voilà.